Aujourd'hui à Tunde Awards, on renforce l'essentiel, le pitch de projet et le leadership. Ici, les candidats apprendront d'abord à prendre la parole, puis à prendre confiance et petit à petit à prendre leur place. Bienvenue dans l'épisode 7 de Tunde Awards. Je suis coach formateur conférencier. J'ai ma petite structure également qui s'appelle Mektoub. J'interviens dans le cadre de pas mal de programmes d'incubation ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat, tels que Pépite d'entreprise, tels que Tunde. Il y a également Orange Digital Center où j'interviens en tant que coach pour deux de leurs programmes, le Poesam et Damina. J'interviens également au niveau de l'AUF pour leur centre de pré-incubation avec l'université Joseph Kizerbo et avec des structures telles que Yolstoma ou encore Enabel et quelquefois avec des partenaires comme le PNUD. Je suis un passionné de la prise de parole en public parce que j'ai été débatteur à l'université. On a d'abord mis en place le club d'art et de débat oratoire de l'USTA à l'époque, depuis 2015, je pense. Oui, à l'USTA. Mais par contre, par exemple, si vous dites qu'il vous faut du temps de préparation, là, j'accepte moins parce que, en fait, ce n'est pas une interro. On vous pose une question sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou que vous êtes censé avoir appris. C'est sur votre projet, c'est quelque chose qui vient de vous. Donc, normalement, même si on vous croise en route, on vous cogne, vous tombez plus quand vous vous levez, on demande « Tu fais quoi là ?» Tu dois pouvoir enchaîner techniquement. Techniquement. OK. Mais il y a un point qui est vrai, c'est que malheureusement, je pense que la plupart, vous ne savez même pas quoi vous devez dire. Tout a commencé par une expérience personnelle, comme la majorité des femmes étaient confrontées à des irritations et des démangeaisons à chaque cycle menstruel. Et j'ai cherché une solution saine et durable. C'est de là qu'est née Pomneri, une marque de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables et qui Pomneri accompagne les jeunes filles et femmes de plus de 12 ans vers une vie menstruelle respectueuse de leur corps, de leur budget et de leur environnement. Pourquoi Pomneri? Parce que c'est 100% bio et ça limite les risques d'infection et d'irritation. Pourquoi Pomneri? Parce que c'est économique et durable jusqu'à 2 ans. Aussi respectueux, les serviettes sont respectueuses de l'environnement parce que si toutes les utilisatrices passaient au lavage, nous réduirons considérablement les déchets. OK. 1 minute et 5 secondes. Toi qui disais que 5 minutes, c'était pas beaucoup. OK. Auto-appréciation. Le stress, la voix qui tremblait. OK. Non, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous stressez? Vous êtes en vous. C'est ça. Moi, j'avais recommandé, lors des études, pour que tous les candidats soient là, Ouais. qu'au moins on se forme par rapport au public. Mais pour refuser, donc tout ça, quand les gens passent de ça maintenant, le stress et par rapport au nom même. Ouais. Non, Bonsoir tout le monde. Je suis pas allée chez comme ça. Je suis la promotrice de ATM Foutoira. J'ai beaucoup remarqué qu'ici au Burkina, on est limité en termes de restauration. On fait pratiquement tous la même chose et au fil du temps, c'est assez lassant. Je me suis dit, tout simplement, pourquoi ne pas être différent et innovant? C'est pourquoi j'ai créé ATM Foutoira Bangui. C'est un projet de restauration en ligne qui vous propose des plats asiatiques revisités faits avec des ingrédients locaux du Burkina. Ce projet permet non seulement de valoriser nos ingrédients locaux, mais aussi d'apprendre aux étrangers à toutes les nationalités différentes qui viennent ici visiter le Burkina Faso, de savoir que c'est possible d'avoir un art culinaire burkinabé et qui se partage, qui se transmet, qui s'apprécie. Et le plus important aussi pour moi, c'est qu'on apprend toujours à mieux se connaître au Burkina. Autant
que ce soit pour des affaires ou pour des relations privées ou d'autres, c'est toujours important d'avoir quelque chose de différent sur la table. Et voilà pourquoi j'ai ce projet. Ok. 1 minute, 10 secondes. Auto-appréciation. Ok. D'accord. Des apports? Ouais, la voix. Ok. Il faut des informations par rapport à la Oui. plus asiatique. Avec des ingrédients locaux, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. N'a pas donné. Tu nous as pas fait saliver. On va fermer les yeux. Fermez les yeux. On t'écoute. Je vais commencer par les propos d'Olivier Pelletier qui dit la cuisine, c'est la mémoire du cœur. Fin de citation. Mesdames et messieurs, mes chers formateurs, bonsoir. Je suis Fabiola Zimana, je suis la propriétaire de Fabiola Delight, une entreprise de restauration qui fait dans les plats africains domestiques. Nous avons plusieurs plats, notamment de plusieurs pays, tels que le Mali, le Togo, le Burkina, même la Tunisie et le Maroc. Pour la petite histoire, Fabiola Delight est née depuis, parce que j'avais depuis toute petite, je voyais maman utiliser même épices afin de rehausser le goût de ces différents plats et de leur apporter une saveur unique et authentique. C'est là que plus mature, j'ai décidé de créer Fabiola Delight avec une ambition claire. Donner un goût unique, authentique et reconnaissable à chacun de mes plats. Que même si tu te trouves au bout du monde, que tu goûtes un de mes plats, tu saches que c'est un plat de chez Fabiola Delight, parce qu'on aura une signature unique. Parce que d'utiliser les épices, ce n'est pas juste un simple geste, c'est une signature. Ok? Donc, on peut plus mettre l'accent sur le côté rentabilité, ça peut être sur le côté est-ce que c'est solide, ça peut être sur le côté impact social et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs bases sur lesquelles vous êtes évalué. Donc, à vous de savoir sur quoi vous êtes évalué pour savoir sur quoi vous allez mettre l'accent. OK? Ou est-ce qu'il s'agit d'un pitch par rapport à des partenaires? C'est-à-dire que vous faites une activité, vous voyez des personnes, par exemple, qui sont peut-être dans le même domaine ou qui sont dans un domaine connexe. Vous voulez avoir des connexions avec ces personnes-là. Donc, il y a un type de pitch à mettre en avant pour pouvoir faciliter ce contact-là. OK? Ou lorsqu'il y a, par exemple, des meet-up, des événements de réseautage où on vous donne l'opportunité face à un partenaire de financiers, d'entrepreneurs, un melting pot de personnes et de structures, qu'est-ce que vous mettez en avant? Donc, normalement, si on vous dit de pitcher, la première des choses, c'est de vouloir savoir, OK, c'est quoi? C'est quoi le cadre? Si, par exemple, vous connaissez déjà à qui je m'adresse déjà, par exemple. C'est quoi mon public? Malheureusement, il n'y a pas de truc pour noter, mais en règle générale, pour la préparation, je dis la méthode POM. P, c'est quoi mon public? Donc, à qui je m'adresse? Donc, en fonction d'à qui tu t'adresses, que ce soit ton vocabulaire, que ce soit le fond, ce que tu apportes comme notion, tu dois pouvoir l'adapter. Parce que les financiers ne seront pas sensibles aux mêmes choses que des ONG ou que des femmes ou que des enfants et ainsi de suite. J'aime à dire que le pitch, c'est comme un CV. Un CV, il n'est pas, comment on appelle ça encore? Il n'est pas standard. Tu ne dois pas garder le même CV. Le CV, tu l'adaptes en fonction de la fiche de poste. Donc, à qui tu envoies. Le pitch, c'est la même chose. Il y a certes une ossature qui reste, mais tu l'adaptes en fonction d'à qui tu t'adresses. OK? Il y a O pour objectif. J'en parlais tantôt. C'est quoi mon objectif à moi? Je veux impressionner, je veux convaincre, je veux marquer les esprits, je veux solliciter une action ou une réaction par rapport aux personnes qui m'écoutent. Il y a tout ça. Et si tu n'as pas d'objectif, c'est difficile après de pouvoir toi-même t'évaluer.
Parce que c'est bien de prendre part à des compétitions ou autres. Mais il faut que vous-même, vous puissiez vous mettre des objectifs. Parce qu'il y a certes, bien évidemment, l'objectif classique qui est « je veux gagner ». Oui. Mais au-delà de ça, tout le monde ne peut pas gagner. Voilà. Sinon, il n'y a pas de sens. Donc, c'est quoi à part gagner, moi, mon objectif? Ça peut être même apprendre. N'est-ce pas? Ça peut être développer des skills par rapport à la gestion du stress ou autre. Donc, quand tu as tes objectifs, tu peux toi-même t'auto-évaluer après. Au-delà du jury qui t'évalue ou des personnes qui t'écoutent, tu peux toi-même t'évaluer et voir où est-ce que tu as bien performé, c'est quoi tes lacunes, et donc pouvoir t'améliorer. Que ce ne soit pas à chaque fois les mêmes lacunes qui reviennent. Mais quand tu vas sans objectif, qui ne sait où il va, il n'y a pas de vent favorable. M pour message. C'est quoi le message que vous voulez que les gens retiennent? Parce que 2 minutes ou 5 minutes, c'est beaucoup. Les gens ne peuvent pas tout retenir. C'est impossible dans R. Qu'est-ce que les gens doivent retenir? S'ils ne doivent retenir qu'une phrase, c'est quoi? Tu cherches des éléments qui vont mettre en avant le message. Le message, c'est comme si, par exemple, on devait faire écrire un texte dans un journal par rapport à ton pitch. Ce serait quoi le grand titre? C'est quoi? D'accord? Il y a M pour matériel. Donc là, ça va. Et là, par exemple, il n'y a pas de micro ou autre. Mais en règle générale, si par exemple, il y a des pitchs, par exemple, vous allez devoir faire avec un pitch deck. Donc, présenter. Vous avez un PowerPoint. Donc, c'est des choses aussi. Je ne sais pas si dans le cas du pitch que vous allez avoir prochainement, il y a un PowerPoint qui est prévu ou pas. Mais, passez, vous avez fait un PowerPoint. Voilà. Donc, c'est des choses qui se travaillent. Ça se prépare. Parce que le PowerPoint, ça vient pour pouvoir accompagner ce que vous dites. Ce n'est pas non plus une béquille où vous allez tout écrire et puis venir faire les maîtres du CM2. Non. Ce n'est pas pour venir lire. Il ne faut pas que ce soit surchargé, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments. Même la typographie que vous allez utiliser, il y a beaucoup d'éléments. Et le nombre de slides, en fait, il y a énormément d'éléments. OK? Donc, tout ça, ça joue. Et si vous devez faire cela, donc vous assurez que vous avez ça peut-être sur une clé, vous assurez que ça marche, vous assurez que peut-être vous avez ça sur le cloud, c'est-à-dire peut-être vous êtes envoyé vous-même par mail ou autre. Donc, même si avec la clé c'est bizarre ou autre, facilement vous pouvez retrouver le fichier, par exemple. Ou si vous devez utiliser un micro, vous assurez que, voilà, parlez dans le micro à l'avance, testez. Parce que souvent, au début, tu commences, tu dis quelque chose, ça sonne extrêmement fort, tout le monde fait ça, ça te perturbe et puis c'est fini. Tout le reste, il fait que pédaler pour essayer de rattraper. Donc, quand on parle de matériel, c'est tout ça. OK? Et enfin, E pour l'environnement. Donc, lorsque tu dois parler dans une petite salle comme ça, c'est différent de lorsque tu dois parler au Sénasa. C'est différent de lorsque tu dois parler dans un amphithéâtre ou voilà, à la télé même. Lorsqu'il y a les caméras et tout, c'est très différent de lorsque tu parles simplement aux gens. Donc, c'est bien de se familiariser avec l'environnement. Donc, si vous devez intervenir quelque part, si vous ne maîtrisez pas l'espace, la manière dont ça va être agencé et tout, vous essayez d'arriver en avance, d'aller, de tester, de voir un peu. Et là, ça diminue votre niveau de stress. Parce que vous êtes déjà un peu familiarisé avec l'espace. OK? C'est bon, des questions? C'est bon? OK. Et du coup, normalement, j'en arrive à la question suivante. C'est quand votre prochain pitch? Le 5. Vous devez pitcher sur quoi? L'importance de l'informatique dans la communication et quoi? Le leadership. OK. C'est ce que vous devez mettre en avant dans votre pitch programme. Donc, bien évidemment, il va falloir que vous puissiez développer un texte par rapport à ça. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois, il faut que vous puissiez savoir sur quoi vous serez évalué pour pouvoir savoir sur quoi mettre l'accent. Et même par rapport à ça, vous avez la grille. Notation. Vous pouvez demander. Pas forcément qu'on vous donne les points et tout, mais sur quoi vous êtes évalué. C'est important. Dans le cadre d'une compétition, d'un truc, c'est toujours important de savoir. OK? Parce qu'en règle générale, le pitch, il y a 2 éléments. Ça, c'est grosso modo la forme et le fond.
Donc, dans la forme, souvent les gens, comment dire, ils minimisent. Parce que lorsqu'on vous dit de préparer un pitch, et c'est pour ça que je vais donner un peu de temps au début, alors les gens, qu'est-ce que les gens font? On écrit. On écrit. On remplit les calepins. On écrit fort, on barre, on réécrit. Il y en a qui se sentent concernés. Le problème, c'est que tu ne vas pas venir avec le calepin et puis lire. Donc, même ce que tu as écrit là, c'est bien. Ok, tu es là maintenant, on fait comment? Et j'ai remarqué par exemple que la plupart des personnes avaient des conclusions en queue de poisson. Certains ont fait l'effort pour les intros, d'avoir une petite citation, d'avoir une petite histoire et autres. Mais la fin, là, c'était finalement sauf qui peut. On pédale. Parce que, à un moment, tu ne sais plus tu es où, tu fais quoi, tu veux fuir. Et donc, merci. Et puis, non. On dit, la première impression est extrêmement importante parce que c'est ça qui met le contact. Et vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Et la première impression, dans les 5 à 15 premières secondes, les gens déjà, consciemment ou inconsciemment, ils vous catégorisent. Les gens décident, est-ce que vous êtes intéressant, intéressante ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de vous écouter ou pas? Parce que l'attention, c'est la chose la plus valuable actuellement, c'est la plus chère, la plus difficile. C'est même pas l'argent, c'est l'attention des gens. Rapidement, tout le monde a des problèmes, tout le monde est en train de penser à X, Y, qu'est-ce que je dois faire après, autre. Donc, pour pouvoir captiver quelqu'un pendant 2 minutes, c'est déjà un challenge. 5 minutes, c'est terrible. Donc, pour pouvoir captiver les gens, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a la forme. Comment je parle, ma voix. Si déjà, tu es censé impressionner les gens par ce que tu proposes, mais que les gens doivent tendre l'oreille pour t'écouter, il y a un problème parce qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant. Donc, on décroche. Ou si tu parles, on dirait que tu veux rivaliser avec Eminem. C'est dur. Donc, c'est pour ça que mon projet là, on dirait que tu tires, tu fusilles, c'est rapide. C'est difficile à suivre. Donc, tout ça, c'est la forme. Et j'aime à dire, la forme tient le fond en état. La forme tient le fond en état. OK? Si la forme n'est pas bien, le fond a beau être intéressant, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas l'impact que ça doit avoir. Et pour une petite illustration, c'est-à-dire l'eau. En réalité, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'eau. Avec cette bouteille, c'est l'eau qui vous intéresse. C'est le contenu, pas le contenant. Mais n'empêche que le contenant donne sa valeur au contenu. Parce que cette même eau, si elle était dans les sachets comme ça, déjà, ce n'est pas la même chose. Alors que je ne pense pas qu'il y ait une réelle différence entre ça et puis ça, en vrai. Mais n'empêche que si on dépose les deux, bien évidemment, c'est totalement pas pareil. Et si je vais encore plus loin, vous voyez le prix, vous savez que c'est ça, la quantité d'eau qu'il y a ici, c'est exactement la même quantité que les sachets de 50. Mais ça coûte combien? Alors que de la même manière, tu vas jeter le sachet là, tu vas jeter ça aussi, tu ne vas pas te balader avec, tu ne vas pas faire coller avec. Mais tu es capable de payer 5 fois le prix à cause du contenant. La forme tient le fond en état. Et si je vais encore plus loin avec l'exemple, cette eau, vous avez beau savoir que c'est de la vie, si je mets ça dans ma main et que je vous tends, buvez, vous n'allez pas accepter. Mais ça reste la même eau. Mais elle perd de sa valeur parce que j'ai mis dans ma main. Sur quoi tu es évalué? Pourquoi tu pitches? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est un pitch beaucoup plus client, c'est-à-dire tu parles à des prospects, ou c'est un pitch, je ne sais pas moi, face investisseur ou autre? Mais quel que soit alpha, il faut que tu puisses présenter ta solution, donc ton produit. Ce qui veut dire, il faut que tu puisses donner envie, même s'il s'agit de financer ou autre, envie aux gens de vouloir goûter. À la fin, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas vendre de la nourriture. Parlons terre à terre, tu ne veux pas vendre de la nourriture. Faire un pitch sur ça, et à la fin, les gens n'ont pas au moins envie de goûter pour savoir. C'est que tu es passé à côté de quelque chose. OK? Je prends un exemple simple. Je parle en total impro, mais mesdames et messieurs,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre enfance. Quant à moi, l'un des premiers souvenirs qui me revient, c'est une odeur. Pas une odeur bizarre, je vous rassure, mais une odeur succulente et magnifique. Rien qu'à y penser, quelquefois, je me surprends à saliver. C'est l'odeur qui sortait de la cuisine de ma maman. En effet, chaque jour était quasiment une fête, car lorsque, après une dure journée, on arrivait et qu'elle nous servait, peu importe le repas, on avait tous le sourire. C'est une sensation qui m'a marqué, qui continue de me marquer, et une sensation que j'ai voulu partager. C'est de là qu'est venue ma passion pour la cuisine. Aujourd'hui, nous avons mis en place une entreprise qui sert des plats locaux revisités, tels que le zanner, le gonré, les gonrés surprises, avec des épices locaux, mais également d'ailleurs pour pouvoir rajouter un peu de plus. Et lorsque je vois aujourd'hui d'autres personnes avoir le même regard ébahi que moi quand j'étais enfant, cela me persuade que je suis sur la bonne voie. Et c'est pour cela que je vous invite à goûter. Venez, nous sommes disponibles tant de tel jour à tel jour et les prix sont assez abordables. C'est à partir de 500 francs en allant. Donc, venez partager un sourire, venez partager un bon repas. Je vous invite, mais à vos frais, bien évidemment. C'est pas ce que mais quand même, tu as envie de goûter ou bien? Ok, vas-y. Oui. Oui. Mais après, on dit, venez faire un pitch sur, par exemple, la communication, Oui. comment est-ce qu'on arrive à additionner ça Ok. dans notre pitch Ok. sans revenir encore sur des informations passées? Ok. Le jury, Oui, c'est le même jury. Et vous avez... Ok, ok. Ok, ok, ok. Non. Oui, bien évidemment, vous n'allez pas reprendre exactement le même pitch et parler sur la même chose si on vous ramène par rapport à ce jury. Maintenant, en fait, il y a deux choses. Il faut que vous restiez cohérent. C'est-à-dire que même s'il y a eu plusieurs pitchs et sur plusieurs aspects, on va venir vous contredire. On a tous le besoin de manger, de boire, pour pouvoir être performant, pouvoir réaliser tout ce qu'on a comme objectif et comme rêve. Mais au-delà de simplement manger, certains veulent savourer, veulent bien manger, veulent se restaurer. Et c'est pour ces personnes-là que nous avons mis en place l'entreprise XYZ, qui vous propose des repas locaux, inspirés de nos traditions, mais avec une petite touche en plus, donc des plats traditionnels revisités, qui sont extrêmement nutritifs et qui vous permettent non seulement de réjouir vos babines, mais également de vous garder en bonne santé et même souvent de vous aider à mieux gérer certaines maladies. Donc, il y a différents trucs que nous proposons. Et c'est pour cela, vu que nous sommes essentiellement en ligne et que nous n'avons pas pour l'instant de place physique, que la communication est un pan important dans notre activité. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs canaux. En effet, vu que notre cible, c'est essentiellement les jeunes, notamment les étudiants ou autres, nous avons vu que le moyen le plus efficace de les atteindre, c'est notamment TikTok. Et donc, la majeure partie de notre communication se passe sur ce réseau social-là, où nous avons certaines facilités à toucher notre cible. Et quelle est cette stratégie? Avant, j'avoue, on produisait du contenu de manière aléatoire et on publiait lorsqu'on avait le temps. Mais grâce à la formation que nous avons suivie, nous avons pu mettre en place un plan de communication. Et aujourd'hui, nous arrivons à publier de manière régulière. Chaque 2 jours, il y a une petite vidéo qui sort. Et nous consacrons généralement les week-ends à pouvoir produire beaucoup de contenu et après nous programmons les différents posts. Et aujourd'hui, on prend beaucoup plus de temps pour pouvoir bâtir une communauté, en effet, pour qu'il y ait plus d'interaction, donc répondre aux commentaires, partager et même créer des lives où nous pouvons justement
présenter les coulisses de notre cuisine et donc créer plus d'affinité avec notre public et nos clients. Comme je le disais tantôt, pour l'instant, je suis la PDG, la cuisinière, la secrétaire, la communicante. En gros, l'entreprise repose essentiellement sur moi et bien évidemment d'autres personnes qui profitent indirectement, notamment les livreurs qui sont en freelance. Mais n'empêche que même en étant l'aspect du leadership est un pan important, ce qui nous a permis, à travers notamment la formation, de pouvoir prendre certaines résolutions. En effet, d'ailleurs, en étant seul, notre image reflète celle de la structure. C'est pour cela que nous avons également, toujours sur le plan de la communication, épuré nos différents réseaux sociaux pour être beaucoup plus en conformité avec ce que nous vendons comme valeur. C'est également pour cela que dans nos différentes apparitions, ou même dans les différentes tenues que nous portons aujourd'hui, nous travaillons à pouvoir avoir plus d'impact, à pouvoir créer du contenu, pouvoir partager notre expérience, pouvoir prendre part à certaines manifestations où nous arrivons à pouvoir montrer ce que nous arrivons à faire à notre petite échelle et donc montrer également nos ambitions pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, parier sur nous, ce n'est pas simplement parier sur une petite entreprise qui fait de la cuisine locale, mais parier sur une personne qui a le rêve de révolutionner l'entrepreneuriat féminin et de tutoyer les sommets. Je vous remercie. C'est de l'impro, c'est pas préparé, mais bien évidemment, tu connais mieux. Moi, je ne connais pas le projet, donc j'ai parlé en haut. Mais vous voyez qu'il y a matière. Donc, si moi qui ne connais pas ton entreprise, je peux en parler comme ça. Toi, c'est que tu vas tuer. Donc, essayez de partir c'est quoi le constat. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est les fondamentaux. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. En fait, déjà, il y a plusieurs manières de faire. Ça même, on revient aux bases, la prise de parole en public. Il y a plusieurs écoles. Il y a les personnes qui font ce qu'on appelle le boileau pur et parfait. C'est-à-dire, la personne, elle écrit de A à Z, elle lave, elle prend le jus là, elle boit. Après là, c'est pile poil, à la virgule près. Il y a des personnes qui sont capables de faire ça. Personnellement, j'ai essayé, j'ai détesté, j'ai arrêté. Je n'ai pas une bonne mémoire. Donc, il faut savoir se connaître d'abord. Je n'ai pas une bonne mémoire, donc je ne peux pas faire de boileau. Ça ne part pas loin. Donc, il faut pouvoir trouver une autre alternative pour pouvoir mieux gérer. Donc, il y a deux options. Il y en a qui aussi qui font au talent. C'est-à-dire, alhamdoulilah, je suis intelligent, je suis beau, let's go. Débarque seulement l'enfant guerrier et puis, si ça a Dieu, si ça n'a pas Dieu aussi, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Non, parce que ça Dieu, il y a des moments où toi-même tu te surprends. En fait, à un moment, toi-même tu te dis, tu parles, mais dans ta tête tu te dis, mais waouh, ah ouais, c'est moi-même, j'ai tué. Ça arrive, il y a des fois l'inspiration est là, c'est God. Mais ça aussi, le problème, c'est qu'un jour seulement, ça peut te laisser. Petite perturbation, petit pic de stress ou autre, c'est gâté. Donc, il y a une méthode intermédiaire que je vais appeler la méthode des points de passage, qui est un mix entre le boileau et l'improvisation. Dans le sens où tu notes en fait, c'est quoi déjà ton objectif, c'est quoi le message que tu veux que les gens retiennent, et maintenant, c'est quoi les grands points. Je commence par quoi, ensuite il y a quoi, après il y a quoi, je finis par quoi. Ça, tu le notes, les idées principales que tu dois faire ressortir. D'accord? Une fois que tu as noté ça, tu commences à répéter. Donc, la première fois, peut-être même tu as fait un truc de 10 minutes parce que tout est mélangé. Et après, dans tout ce que tu as fait, tu te dis, OK, ça, ce n'est pas nécessaire, ça, je peux le reformuler différemment, et ainsi de suite. Tu fais l'auto-appréciation, comme je le disais au début, où les gens le font. Tu fais une auto-appréciation et tu reprends. Au fur et à mesure que tu vas répéter, à chaque fois, ça va être des mots différents, ça va être des phrases différentes parce que ce n'est pas quelque chose que tu as forcément écrit. Mais à force de reprendre, tu vas trouver 100 manières différentes de dire la même chose. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment un boileau parce que tu n'as pas noté de A à Z et puis tu as bossé, mais n'empêche que tu l'as dans la tête à force de répéter. L'idée est ancrée. Ce qui fait que même si tu te trompes, même si tu te bloques pendant que tu pitches, tu as tellement été bloqué quand tu répétais
que forcément, il y a des petites pistes, il y a des manières de dire différemment. Tu sais que non, bon, là, peut-être, il faut que j'abandonne, je passe au point suivant, mais tu sais c'est quoi le point suivant. Donc, ce qu'on appelle la méthode de point de passage. C'est ce que personnellement je fais et qui me réussit. Mais à chacun de voir. Si tu sais que c'est dans le boileau que Dieu t'a béni, engata. Mais le problème avec le boileau, souvent, c'est que déjà, quand tu te perds, tu es foutu. Parce que tu ne peux pas te rattraper. C'est-à-dire que, c'est qu'on appelle ça encore, c'est en train de courir. Si on t'a arrêté net, c'est fini. Tu as perdu l'élan, c'est fini. Tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais pas c'est quoi la suite. Et vous aurez même le stress. En fait, la plupart, le stress, ça c'est normal. Si tu pars à une compétition et que tu n'as pas de stress, il faut te poser des bonnes questions. Soit tu es malade, soit tu es légèrement inconscient ou inconsciente. Sinon, tu ne peux pas ne pas avoir de stress. C'est normal, c'est naturel. Mais à la base, le stress est utile. Ce n'est pas un problème, le stress. Le stress, c'est comme la peur. C'est utile. C'est un mécanisme de défense, c'est utile. C'est un mécanisme de suivi. Elle n'est pas totalement... Mais je prends un exemple simple. Hein. Bon, le stress, c'est une dérivée. Le stress, c'est une dérivée de la peur. Si vous... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes dénué de toute peur, si par baguette magique, il y a un génie qui apparaît et puis, non, plus aucune peur. Si vous êtes dénué de toute peur, votre espérance de vie, ça ne va pas dépasser 12 heures. Dans le meilleur des cas, vous n'allez pas vivre plus de 12 heures. Parce que c'est la peur qui va faire que quand tu sors, tu regardes à gauche et à droite avant de traverser. C'est la peur qui fait que tu t'arrêtes au feu. C'est la peur qui t'empêche de faire I believe I can fly quand tu es sur un étage. C'est un mécanisme de suivi. C'est la peur qui t'empêche de dire certaines choses à certaines personnes. C'est la peur qui fait que quand tes parents te disent certaines choses-là, souvent même ça te fait mal. Tu sais que lui-même il sait qu'il a tort. Tu sais qu'il a tort, mais tu fais genre. Parce qu'il y a certains débats que tu vas gagner quand tu ne payes pas le loyer. Mais c'est la peur qui fait que, voilà, tu doses. Si tu n'as plus aucune peur, non, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre longtemps. Si, quand ton suivant devient, l'affaire ici, là, tu es sûr, le temps de commencer à dire, ah, c'est vrai, hein? Je n'ai même pas répété. Ah, là, ça devient un problème. Parce que tu rentres dans un cercle vicieux où il y a des questions qui arrivent auxquelles tu n'as pas de réponse. Et si cela se passe, et si cela se passe. Parce qu'en réalité, tu deviens déconnecté du présent et tu te projettes. Si je me lasse, si je me perds, si je me bloque, si je dis des bêtises, si je n'arrive pas à donner le truc, si je n'arrive pas à gérer le temps, et ainsi de suite. Et puis, tu passes à côté. Mais mieux tu es préparé, mieux tu peux répondre de la bonne manière à la question, est-ce que tu es sûr que ça va, Joe? Donc, la meilleure manière de gérer le stress, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a beaucoup, on va vous parler de, il faut prendre un carreau de sucre, il faut faire le sport, et ainsi de suite. Bon, oui, c'est utile à un certain niveau. Mais le sucre, ça, c'est un placebo. Donc, franchement, ne créez pas le diabète pour rien. Le sucre, c'est dans la tête, ça ne gère que dalle. Mais, il y a plusieurs petites manières, on va dire, la respiration, avoir une respiration du diaphragme. Donc, en effet, ça permet de pouvoir diminuer votre rythme cardiaque. Donc, de pouvoir diminuer le niveau de stress. Mais la meilleure manière de gérer son stress, c'est déjà de bien se préparer, okay? De développer sa confiance en soi, ce qui n'est pas totalement corrélé à l'exercice du pitch, mais qui est important parce que peu importe les techniques que tu vas apprendre, peu importe la manière dont tu vas te préparer, si tu as une confiance en toi qui est à moins 10, ça va être dur parce que tu ne te sentiras jamais au niveau. Okay? Et enfin, changer le stress en excitation. Manager, c'est un poste, c'est un titre, voilà, qu'on a et tout ça. Donc, je comprends mieux. Il n'y a pas de souci. En tout cas, très intéressant. Donc, aujourd'hui, avec votre activité, est-ce que vous vous considérez comme étant un bon leader? Vous travaillez en équipe. On travaille en équipe. C'est vous la responsable. Effectivement. Je suis la responsable de production, également des ventes.
Je dirais que l'équipe est satisfaite. Même si c'est devant moi. Parce que nous Vous êtes un manager à votre échelle, C'est ça. vous êtes en charge. C'est ça. Même si c'est devant moi, ils sont satisfaits. Je témoin de leur reconnaissance parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient passer de telle échelle à telle échelle sans formation. Ils sont capables de faire ci, faire ça. C'est des trucs aussi qui nous boostent et puis qui nous disent que nous sommes sur Tout le bon chemin. le bon chemin. Il suffit de travailler encore plus. Par contre, j'ai dû travailler sur ma colère. Ok. Mhm. C'est un bon leader. Ouais, Reconnaître ses défauts reconnaître ses et travailler défauts, sur Je ses suis très colérique. Ok. Et quand je me fâche, il faut que je dise tout ce que je veux sur place. Et ça, il y a des mots qui peuvent sortir. C'est ça. Qui peuvent J'ai heurter. dû vraiment apprendre à me maîtriser, apprendre à travailler beaucoup sur moi, travailler sur ma colère, à travailler quand on doit répondre et quand on doit savoir se faire depuis un certain temps. En fin de compte, c'est ça aussi un leader, savoir reconnaître ses points faibles, ses défauts et Travailler travailler sur sur ça. ça. Parce que dès lors où tu sais que quand tu es colérique, tu as tendance à peut-être avoir des propos qui heurtent ton prochain, c'est l'empathie aussi. Donc tu te remets en cause et tu essaies d'améliorer cet aspect-là pour justement ne pas heurter les sentiments d'un collaborateur. Parce que si tu passes ton temps à heurter tes collaborateurs, le travail d'équipe sera au plus bas et puis personne ne va avancer, personne ne va adhérer même à ta vision. Personne ne va adhérer à la vision d'une personne qui est beaucoup trop autoritaire et qui, au lieu de contribuer au travail, préfère rester sur sa chaise et donner des ordres. Et c'est vraiment ça. On se rend compte que dans la plupart du temps, dans les entreprises, dans les sociétés, les employés les plus heureux, c'est ceux qui ont un manager qui est leader. Parce que, comme on l'a dit, tous les managers ne sont pas de bons leaders. Les autres, parce que c'est ton business après tout. Et ça permet aussi à ceux qui sont là de donner encore plus, de soutenir encore mieux ton business. Parce qu'ils se disent, ah, moi, je ne suis qu'un client, mais je suis venu, il y a le patron, il y a le manager qui est venu vers moi, il était même en train de débarrasser la table. Et ça, c'est quelque chose qui marque les gens. Vous allez voir que quand la personne va partir, elle va dire, ah, j'ai vu le manager, viens, on va partir là-bas parce qu'ils sont vraiment bien. Et pourtant, c'est juste à cause de cet acte-là. Mais malheureusement, il y a certaines entreprises aussi, vraiment, le manager, tu ne vas jamais le voir. C'est lui-même qui est assis sur un fauteuil, il ne va pas bouger le bout du doigt. Même pour passer un appel, il faut appeler la sécurité pour qu'elle passe un appel. Même pour prendre un document à côté, il faut qu'il Autant la proximité avec les gens, c'est très important. Et un leader, c'est quelqu'un qui sait être multitâche, qui sait s'adapter aux différents environnements, qui sait se mélanger en vivre aux autres, qui sait quand même vraiment aller à la rencontre des autres, quoi, être ouvert d'esprit, être sociable. Un leader se doit d'être sociable, de vraiment aller à la rencontre des personnes, que ce soit les clients, que ce soit les membres de votre famille, de votre association, pour justement fédérer autour d'une vision. Donc ça aussi. Et c'est vraiment important parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont même perdu des collaborateurs, des employés à cause de ça, parce qu'ils ne savaient pas vraiment gérer. Et comme elle a dit, un leader, c'est quelqu'un qui est multitâche. En plus, c'est toi le leader, c'est toi qui porte la vision, c'est toi qui a créé peut-être le projet, qui porte le projet. Donc tu dois pouvoir en fait aller à tous les niveaux et surtout, moi je connais, il y a des entreprises même où le leader, peut-être il n'a que 5 employés, 5 membres de l'équipe, mais il ne connaît même pas le nom de ces 5 personnes. Il ne connaît même pas, parce que pour lui, le plus important, c'est que le travail soit fait. Le reste, ça ne l'intéresse pas, en fait. La vie de la personne ne l'intéresse pas. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans une entreprise comme ça. C'était ma toute première expérience, en fait. C'était ma toute première expérience. J'étais très malade. Et c'était une dame, moi, ce qui m'a choqué, c'était une dame. Elle me dit clairement, je m'en fous. L'entreprise doit évoluer, que tu sois malade ou pas, il faut que l'entreprise évolue, il faut que les choses avancent, en fait. Et c'était tellement choquant, à un moment donné, j'étais obligée de quitter parce que, certes, j'étais bien payée, mais l'environnement était très toxique. C'était très, 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 très toxique. Pour un oui ou pour un non, elle t'insulte copieusement, en plus devant tout le monde. Elle n'est pas du genre,
Elle n'est pas du genre en fait à te mettre même à côté pour te dire oui ce que tu as fait. Un bon leader aussi c'est ça, c'est de ne pas humilier en fait un collaborateur devant tous les autres en fait. C'est de d'appeler la personne parce qu'on fait tous des erreurs. Tu l'appelles à côté, tu lui dis ah ce que tu as fait ça c'est pas bien. Et aussi la façon de le dire. Moi je dis toujours avant de faire un reproche à une personne, commence par apprécier ce que la personne a fait de bon. Et à partir de là maintenant tu fais ton reproche et puis après tu continues en fait. Mais quand tu commences à dire depuis que tu es dans cette entreprise tu ne fous rien. Ça veut dire que la personne remet en question tout ce que tu as accompli jusque-là. Et il y a des gens qui sont comme ça, que ce soit en association, que ce soit même en famille. C'est quand même des pères de famille disent souvent à leur conjoint que depuis qu'on est ensemble, tu ne fais jamais rien pour moi. Donc c'est ça aussi en fait. Le leadership, c'est pas seulement en entreprise, même dans la famille en fait. Même c'est dans la vie de tous les jours en fait. Et il y a des gens qui ne savent pas du tout être des leaders, qui ne sont même pas nés pour être leaders en fait, parce que déjà leur comportement, leur caractère ne leur pousse même pas à être de bons leaders. Mais ça peut se travailler si seulement ils ont la volonté de pouvoir travailler sur ça. Mais quand tu es dans un environnement où tu as un mauvais leader, ça joue sur toi-même, ta personne en fait. Et après, quand moi je suis partie, tous les autres sont partis, elle est restée seule. Elle est restée seule, elle est obligée de fermer son entreprise. Parce que personne ne veut travailler. C'est que ça, personne ne veut travailler avec une personne qui est comme ça en fait. Vous voyez le danger en fait de ne pas être un bon leader. C'est très dangereux. On ne le dit pas souvent, mais c'est très dangereux en fait. Elle est obligée de fermer sa boîte. Parce que tout le monde est parti. D'abord, tu ne reconnais pas le travail des gens, tu insultes, tu cries. En plus, pour une femme, moi encore une femme ça va, mais une femme qui insulte un homme, c'est encore pire. En Afrique, on n'a pas cette mentalité-là en fait. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment important. Ça change. Ça change tout. C'est vraiment important. Un leader qui sait vraiment, comme elle a dit, un responsable qui descend, qui fait même le ménage, qui nettoie. Franchement, ça change tout. Il y a des employés qui restent dans des entreprises juste parce qu'ils ont un bon leader. On lui propose mieux ailleurs, mais il préfère rester ici parce qu'il est bien traité. Le traitement, l'humanité en fait est très importante en fait. L'humanité, être humain avec les gens, les considérer, parce que l'entreprise c'est comme une famille, les considérer comme les membres de la famille, collaborer, travailler. Et comme il y a des boss par exemple qui organisent souvent des dîners avec les employés, avec les collaborateurs, ça va. Il y a des gens quand ils arrivent, ils ne savent pas que c'est toi qui es le boss en fait. Tellement tu te mets à un niveau tellement bas qu'on ne sait même pas que c'est toi le boss. Et moi, je suis souvent des films où on dit que des employés, les gens qui arrivent dans l'entreprise, ils traitent le boss comme un employé parce qu'ils ne savent pas que c'est lui le boss en fait. Je veux enchaîner sur ça même parce qu'à l'opposé de ton expérience, moi j'ai une expérience qui était assez positive. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais business développeur et dans une entreprise au Maroc. Voilà. Et je me rappelle le premier jour de l'entretien, j'ai eu un rendez-vous avec le vice-président de la société au Maroc et aussi le grand PDG. Ça veut dire que c'est une entreprise française. Donc vraiment, il était là. Mais je n'ai su que c'était lui, le vice-président, 2 mois et demi après. Wow. Quand je suis arrivée, il était là, ça veut dire qu'il a mis une petite chemise. Ça veut dire qu'ici, en fait, quand vous voyez les PDG, vous les reconnaissez. Parce que le parfum même qui te lime à l'entrée, tu le sens. Mais déjà. Il avait une petite chemise, il est venu, il a croisé les pieds, que ouais, ça va. Oui, ça va. Et vous, non, mais vous ne voyez pas tout comme moi. J'ai dit, ok, ça va et toi? Ok, là, tu viens du Burkina, Thomas Sankara. Ça veut dire lui-même, il avait fait des recherches sur moi avant même que je le fasse. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé à montrer son intérêt. Donc, dès lors, il m'a dit ça, je me suis sentie à l'aise en même temps. Ça veut dire que même si je n'étais pas embauchée, il m'avait déjà considérée. Et jusqu'au ça, il m'avait déjà marqué. Et moi, j'avais gardé son visage en tête. Et les jours sont venus, on n'avait pas fait les présentations ici. Et bizarrement, on n'était pas sur LinkedIn. Ou alors, il nous avait bloqué pour qu'on ne s'en pas, parce que je ne le voyais pas sur LinkedIn. Donc, le temps est passé. 1 mois, 2 mois, je vois qu'on fait les after-work. Après, on était d'abord en stage. Après le stage, il nous invite, il nous prend dans sa voiture, on part au terrain de sport. Les garçons jouent au foot, les dames aussi sont derrière. On parle, il nous invite, on discute, il nous conseille. À un moment donné, j'ai tellement apprécié son comportement que je suis allée vraiment au niveau des ressources humaines. J'ai fait comme un petit piège. Je me suis dit, est-ce que je pourrais avoir une signature pour mon attestation de stage, etc. On me dit, ok, tu peux aller voir le vice-président. Je dis, bon, le vice-président, je ne l'ai jamais vu. Je ne pense même pas qu'il soit ici, dans notre petite villa. Il n'y a même pas de bureau luxueux ou quoi que ce soit. On me dit, si, tu connais Mounsef. Je dis, Mounsef.
Je connaissais Moussef, mais je ne peux pas imaginer que c'est ce monsieur en question. Je dis non, c'est pas Moussef, le monsieur avec pas beaucoup de cheveux là. Non, c'est lui le plus spirituel. J'imagine le choc. Non, j'étais choquée. Parce que c'est une personne qui est tellement et il refusait de prendre toute décision. Ça veut dire que quand tu as un problème, il va donner son opinion, mais il ne veut pas être la personne, par exemple, qui licencie. Il va dire, va voir les ressources humaines, parce que c'est leur travail. S'ils doivent te licencier, ils vont te licencier. Et franchement, c'est une société qui m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi, parce qu'ils valorisaient vraiment l'apport de tout un chacun. Vous savez, tu viens, ils savent que tu t'y connais pas. Par exemple, un leader aussi, c'est accepter, savoir que tu ne sais pas tout. Accepter, reconnaître que tu as des limites, et que tu peux toujours apprendre. Un leader, c'est pas une personne parfaite, comme tu l'as dit. C'est pas une personne qui connaît absolument non. C'est pas une personne qui est ultra empathique, qui ne commet aucune erreur. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à toujours se remettre en cause et qui a considéré les autres, reconnaître ses erreurs et apprendre au fur et à mesure. Moi, franchement, si je devais me qualifier, je vais dire que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, je ne suis pas née leader. Très sincèrement, je ne suis pas née leader. J'ai appris à être leader grâce à mon environnement, à ma famille, aux gens que j'ai côtoyés, à mes expériences. Le fait d'être toujours dehors avec le monde et tout. Tu vas pas te manquer de respect, par exemple, une fois, et ça te fait mal. La deuxième fois, tu vas te comporter autrement pour ne pas permettre ce manque de respect. Et sans te rendre compte, en fait, tu es en train de t'imposer. Donc, quand je suis arrivée dans cette société, moi, franchement, je ne connaissais rien à l'informatique. J'étais complètement bleue. La seule fois où j'avais fait l'informatique, c'était au lycée. Donc, quand je suis arrivée, je ne connaissais rien et je me sentais même d'ailleurs mal. Donc, je me suis dit, bon, je vais me faire discrète. Vraiment, je vais essayer de me mettre dans mon coin. Je ne connais pas trop ce domaine-là. C'est la première fois que je fais du business development. Je ne connais pas. En plus, je suis la seule étrangère, etc. Je ne vais pas trop me faire remarquer, etc. Mais en fait, le leadership, c'est quelque chose de tellement puissant que même malgré toi, tu le rejettes sans en fait t'en rendre compte, en fait. Et dès le premier jour, lorsqu'on a demandé, après avoir discuté avec tout le monde, on a demandé qui va être team leader, on dit Doris. Je dis, comment ça? Non, je n'ai pas levé la main, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Mais c'est tout simplement parce que quand moi je suis arrivée, j'étais la seule à être partie vers tout le monde. J'ai salué tout le monde. Vous savez, en Afrique, on salue tout le monde. Voilà. Et aucun autre n'avait fait ceci. J'ai salué tout le monde, je me suis présentée. Quand on a demandé qui voulait faire ceci, qui voulait faire ça, qui veut aider à imprimer, j'ai dit moi je peux aider à imprimer. Et en fait, c'est le fait d'avoir été serviable, d'avoir été poli tout simplement qui m'a permis en fait d'avoir ce rôle-là de team leader. Et à partir de là, j'ai commencé à tout le temps occuper quand même des rôles de leadership, etc. Donc souvent, on a l'impression que le leadership, c'est faire des choses extraordinaires, c'est faire des choses grandes, c'est être la meilleure personne. Mais souvent, le leadership, en fait, ça commence aussi avec des petites choses, ta manière de regarder les autres, ta manière de sourire avec les autres, ta manière de rentrer dans une salle. Il y a des gens qui négligent tout ça, en fait, et ça compte. Une personne peut te détester juste parce que quand tu es rentré, pourtant c'est ta mine. Tu as commencé à serrer la mine et tu t'es assis, tu as les gens qui sont naturellement comme ça. Alors il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Mais quand tu vas être en bon leader, tu dois comprendre aussi qu'il y a des codes aussi dans la société. Et que souvent, même si ta mine est comme ça, il faut que tu fasses un effort pour être avenant. Il faut que tu fasses un effort pour que les gens sentent que ils peuvent te faire confiance. Souvent, on a l'impression que la confiance, ça se gagne parce que je lui dis un secret et au bout de 2 ans, je n'ai pas révélé ce secret. Mais souvent, ça peut se présenter sous forme de sourire, sous forme de regard, sous forme de bienveillance, un geste. Ton sac est tombé, je prends ton sac et je te donne, je dis fais attention. Et c'est tout ça en fait qui change la donne. Les plus grands leaders, ce n'est pas forcément les personnes qui sont... Elles ne sont pas supérieures à d'autres personnes. Ce ne sont pas les personnes qui sont plus intelligentes. Ce ne sont pas les personnes qui ont plus d'argent. Ce n'est pas un style, ce n'est pas un look vestimentaire, ce n'est pas une coiffure. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le leadership, les leaders, c'est ceux qui sont au devant de la scène. C'est ceux qui sont toujours devant les médias, devant les caméras, sur les réseaux sociaux et tout. Les plus grands leaders sont même cachés, on ne les voit même pas. On ne les voit pas. Parce que si tu peux même le voir sans reconnaître que c'est lui en fait le boss en fait. Parce que c'est lui, il sait exercer en fait son leadership. Et comme j'étais en train de le dire, un bon leader, c'est celui qui aide aide les autres à se construire en fait, à se connaître davantage. Mais un mauvais leader, il détruit la vie des autres. Parce que moi, quand j'ai quitté cette entreprise, j'étais vraiment dans une forme de dépression. Et ça jouait sur ma confiance en moi. Tellement on dénigrait mon travail, en fait. À chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais toujours, c'est pas bien. Et la façon de le dire. Parce que moi, comme elle a dit, nul n'est parfait. On fait toujours des erreurs. Mais c'est la façon de le dire aussi. Un bon leader est celui qui sait aussi parler aux autres.
Tu peux ne pas bien faire la chose, mais on te parle d'une façon que toi-même tu as envie d'apprendre. Mais il y a des gens, quand ils te parlent tout de suite, tu veux juste abandonner et quitter. Ils dénigrent tout ce que tu as eu à construire jusque-là. Et ça joue beaucoup sur la personne, en fait. Et moi, juste après ça, l'entreprise dans laquelle je travaille, quand je l'ai rencontrée, c'était lors d'une conférence. J'étais modératrice d'une conférence comme ça, elle m'a vue, on a échangé tout de suite. Et elle a dit non, j'aimerais travailler avec toi. Pourtant, en ce moment, j'étais vraiment en mode, je ne souriais même plus tellement. Je venais en fait de sortir de cette entreprise, j'étais vraiment cassée, je ne souriais même plus la mine et tout. Mais je faisais vraiment l'effort de rire un peu et tout ça. Elle m'a approchée, elle m'a dit non, j'aime ta façon de modérer et tout ça. Est-ce qu'on peut échanger? On a échangé et tout. Puis elle dit, c'était un samedi. Elle dit non, elle avait quitté la France pour venir en Tunisie. Elle veut créer une entreprise en Tunisie. Elle aimerait que je sois responsable. On venait à peine de se rencontrer, hein. À peine on se rencontrait seulement. Et elle me dit, si tu es prête, tu commences lundi, sans entretien ni rien. C'est comme ça que ça a commencé. Elle s'est approchée de moi et petit à petit, je vous assure que cette dame, franchement, elle a su me redonner d'avoir confiance en moi en fait. Elle ne me connaissait pas, elle n'a jamais demandé mon CV ni ce que j'ai fait. Elle a juste cru en la personne en fait. Elle m'a confié l'entreprise et jusqu'aujourd'hui, c'est avec elle que je travaille. Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner le meilleur de moi parce qu'elle a su avoir confiance en moi en fait. Elle a su révéler en fait ce potentiel que moi-même, je ne voyais plus. Parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus le potentiel que j'avais en moi. Mais elle a su faire ressortir ce potentiel-là. Et quand on arrive même dans l'entreprise, c'est comme ça, elle la bosse. Elle est toujours, nous on est sur les chaises, on tourne et tout. Elle est toujours sur des petites chaises comme ça, tranquille. Même quand elle vient au bureau, jamais vous n'allez savoir que c'est elle la bosse en fait. Elle respecte le travail qu'on fait, elle nous respecte en tant qu'employé, elle met chacun à son poste. C'est vraiment ça en fait. Et c'est ça le leadership. Un bon leader, c'est celui qui sait impacter la vie des autres. Il sait créer un impact positif sur la vie des autres en fait. Donc, si vous voulez vraiment être de bons leaders, ça commence par ça. Les petites choses. Ne négligez pas, comme elle a dit, les petites choses. Le sourire, aider les gens. Souvent, on néglige ça, mais on ne sait pas ce que ça peut créer en fait. Souvent même, c'est une porte que tu es en train d'ouvrir, comme ça, une belle opportunité. Et ça commence par là. C'est parce que tu es boss, tu arrives sur les talons, on doit toujours prendre ton sac, on doit toujours... Et oui, il y a des gens qui sont assis dans leur bureau, ils ne sortent pas en fait. On prend toujours son sac, le visage serré, c'est ça le leader. Un bon leader charismatique ne sourit pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ça en fait. Pseudo-leader là, ça dure pas en fait. Il y a des gens qui disent que non, le charisme demande à ce que je ne puisse pas trop rire en public, je ne dois pas... Non, je veux toujours avoir le visage serré. Voilà, je peux pas manger. Voilà, il faut faire ceci. Voilà, et avec les employés, il ne faut pas trop rire, sinon ça crée la familiarité, le manque de respect et tout. Il faut faire un genre. On doit toujours porter ton sac. Non, c'est pas ça le leader. Ça n'a rien à voir avec le leadership. Tout à l'heure, on en parlait même à l'extérieur. Le leadership ou le pouvoir. Il y a des gens qui sont libres. Non. En fait, quand on parle de ça, en fait, il y a des gens qui n'ont rien compris du leadership en fait. Ils pensent que parce que je suis PDG, immédiatement je suis leader. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'arrivent pas à se faire respecter, ni à s'imposer, ni à être un bon leader. La preuve en est que dans certaines entreprises, le leader, on a peur de lui pas parce qu'on le respecte, juste, on le craint juste parce qu'on a peur de lui. C'est pas ça le respect en fait. C'est pas ça le respect. Quand il arrive, tout le monde, non, quand j'arrive, les gens sont calmes et tout. Ils pensent que c'est... Non, ça n'a rien à voir avec le respect. Les gens ont peur de toi, c'est ça. Personne ne peut même avoir le courage d'oser te parler. Ça, c'est pas un leader en fait. Il y a des gens qui sont... Ça joue contre toi. Ça joue contre toi, voilà. Quand tout le monde a peur de toi, ça veut dire que ça empêche ton équipe en fait d'être créatif, de laisser cours à leur imagination et même à avoir le sens de l'initiative. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'une équipe qui a le sens de l'initiative, qui laisse parler son imagination. Et dans toute entreprise, on a besoin d'innovation, on est en train de développer. Et quand tu es comme ça, et quand ils ont une opportunité ailleurs, ils vont partir. Hein. Des collaborateurs comme ça, quand ils ont une opportunité ailleurs, ils vont tout de suite partir. Ils vont partir en fait. Ils sont là peut-être parce que pour ça, c'est le salaire qui les retient. Soit ils n'ont pas encore une autre opportunité. Donc, c'est vraiment important de cultiver ça, en fait. L'humanité. Il n'y a rien de tel qu'un leader qui est sociable, qui sait se mettre à la place des autres. Il n'y a vraiment rien de tel. Donc, je pense qu'on va beaucoup parler. On va poursuivre avec... Parce que ça m'a vraiment touchée que quelqu'un comprend pour mettre à la tête d'une entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. Tu n'en fais pas ce que tu veux, en fait. Voilà. Donc, bon, bref...
Parce que j'ai travaillé, j'ai été licenciée à la suite de ça, j'ai préféré créer mon entreprise. Si ça aurait été son entreprise et qu'elle m'ait licenciée, ça n'allait pas me faire l'effet que ça m'a fait en fait. Parce que, à cause du Covid, on dit de choisir les meilleurs. Je ne dis pas que j'étais parmi les meilleurs, peut-être, mais je pense que des gens qu'on a gardés n'étaient pas meilleurs que moi. Il y a des gens qu'on a licenciés avec moi que si on les avait gardés, ça n'allait mieux me faire en fait. Parce que moi-même, je voyais que ces gens travaillaient. Et c'était pas un leader parce que ça tapait sur la table. Ça s'en foutait en fait de ce qu'on pouvait ressentir, de ce qu'on pensait et tout. Voilà. Mais je reviens à ma question. Est-ce que quand les employés ne font pas bien le travail, comment on réagit? Ça, c'est la diplomatie. Voilà, parce que bon, vous avez parlé du bon côté et tout, mais quand c'est pas bien ressenti, comment on fait? Quand l'ascenseur n'est pas bien envoyé? J'essaie de reformuler. Ça veut dire que le leader, dans une entreprise, un leader, les employés ne font pas bien leur travail. Comment est-ce que le leader doit approcher ces personnes-là pour faire, par exemple, la remarque? Voilà. Mais déjà, même ce chef d'entreprise, ou je ne sais, on ne peut même pas l'appeler leader. C'est ça, le responsable. Voilà, responsable. Parce que dès lors où tu es un responsable et tu n'es pas juste déjà dans tes choix, tu es obligé de taper sur la table pour te faire imposer. C'est que tu n'es pas un leader. Parce que tu n'as aucune qualité d'un leader. Parce qu'un leader, c'est celui-là qui sait être juste lorsqu'il faut faire des choix. C'est celui-là qui sait pousser les autres à prendre des décisions, à bien faire son travail sans pour autant user de la force. Donc pour moi déjà, même si on doit retourner à la base, pour moi c'est pas un leader. Voilà, pour moi c'est pas un leader. Et cette personne-là, c'est plutôt un responsable à vie de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont l'opportunité de pouvoir faire ressentir aux autres qui sont arrivés en haut de l'échelle, ils ne manquent pas cette opportunité-là. Et c'est là, en fait, qu'on dit, tu peux être un manager, mais ne pas être un leader. Et pour moi, c'était juste un manager, mais pas un leader. Et dans ce genre de situation, quand tu es un employé et que, voilà, c'est ton manager, tu ne peux pas aller dire à ton manager, ah, tu n'es pas un leader, la manière dont tu fais, c'est pas comme ça, etc. C'est peut-être d'une manière, bon, le leadership peut être aussi dans un employé, possédé par un employé ou un employeur. Donc toi, par exemple, si tu es un employé aussi un leader, il y a des manières d'approcher ton manager. Mais ça, encore une fois, c'est délicat. Parce que si ton manager n'a pas ce sens de leadership, tu ne sais même pas comment tu vas l'approcher. Ça peut te créer des problèmes. Donc, soit tu vas opter pour le silence, ou bien tu vas aller directement, mais quand tu vas partir vers ce responsable, là, tu vas lui dire par rapport à votre choix, je ne suis pas très d'accord. Mais dans tous les cas, exactement, dans tous les cas, tu ne peux pas négocier. Donc, c'est un environnement toxique. Et j'ai envie de te dire même que l'issue, même sur le long terme, même si tu n'avais pas licencié, peut-être que c'est toi qui allais partir. Parce que clairement, l'environnement il était toxique. Si tu faisais partie des meilleurs et que tu as quand même été licencié, ça veut dire que ce responsable ne savait même pas reconnaître ta valeur, reconnaître même ton travail, reconnaître tes compétences. Et ça, c'est toi-même, tu avais quitté en fait. Donc, bon, j'intégrais les associations, pas par conviction d'aider forcément ma communauté. Oui. Peut-être, bon, je sais, aller s'amuser, on se retrouve pour s'amuser au camp. Mais non, franchement, j'intègre des valeurs et mon équipe et moi, on est en train de grandir ensemble. Pour moi, c'est important de grandir avec son équipe. Ouais. Pas tout le temps de dire, ah, c'est toi, tu as ta vision. J'ai pu communiquer ma vision, on est vraiment en train de grandir. Et il y a une qui était assistante, après, elles nous ont pris les échanges avec moi. Quand l'entreprise grandit, nous tous on grandit. Il n'y a pas, depuis 2 ans, je garde toujours les mêmes personnes, alors qu'au départ, bon, tu viens faire ce que tu veux. C'est comme un contrat, tu viens faire ce que tu as à faire, tu t'en vas. Souvent, il y a de mes employés qui n'ont pas, je ne prends plus de leurs nouvelles. Et franchement, je ne prenais plus de leurs nouvelles. Moi, on a fini ce qu'on devrait faire ensemble, c'était fini. Depuis quelques années, où j'essaie de trouver l'équilibre entre la médecine et ce que je fais. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait que j'ai ce projet-là, où je combine vraiment les deux, la médecine et ma passion. Et depuis ce temps, je vois même que mes résultats sont différents. Il y a des gens même que je trouve, je me dis, je veux les ressembler. Mais ceux-là viennent me dire, je suis fière de toi. Et au contraire, ils disent, eux, ils veulent me ressembler. Donc j'ai vu que c'est important d'être leader, de ne pas seulement voir ses intérêts. Oui. Et aussi, bon, pour moi, je voulais faire aussi du monde. C'est vrai que dans le leadership, il faut être empathique.
Mais il faut savoir rester factuel. Il ne faut pas seulement prendre des... Il ne faut pas jouer avec les émotions. Il ne faut pas être dans les émotions. Quand il s'agit du business, il faut savoir rester factuel, selon moi. Parce que, par exemple, je vais faire une petite anecdote. Moi, j'ai une employée, elle disait qu'elle allait venir travailler avec un enfant. Elle commençait dans la boutique. Il y a des petits trucs que l'enfant peut venir casser. Il y a des trucs qui sont bas. Je lui ai dit non, qu'elle ne doit pas venir avec son enfant. Soit elle trouve quelqu'un qui va garder l'enfant. 7 jours, je vais te payer si tu viens. Je ne vais pas te dire non. Comme tu dis que tu as une situation, tu veux travailler. Soit tu trouves quelqu'un qui va tenir l'enfant et tu viens travailler avec moi. Elle a dit d'accord, elle va commencer. Quelques jours plus tard, je n'étais pas là. Après, je viens, je trouve qu'il y a un truc qui est cassé. Je lui dis, est-ce que tu as envoyé ton enfant? Elle me dit non, elle n'a pas envoyé l'enfant. Il n'y avait pas de caméra aussi pour tout ça. Donc, un jour, je suis venue là à Fortune. J'ai vu qu'elle est venue avec son enfant. Et je n'ai vraiment pas apprécié. Je me suis dit non. Je ne vais pas dire non, je veux certes t'aider. Mais moi, dans ma langue, on dit on ne reste pas accroupi pour garder quelqu'un. Voilà. Je vais pas vouloir t'aider et tu vas empiéter sur mes activités. Et je lui ai dit soit tu trouves une solution pour ton enfant et on continue le travail, soit on se quitte. Et elle n'a pas apprécié. Elle dit non, mais je dis, moi, si j'ai mon entreprise, je ne vais pas rester là, tout sera cassé. Moi, mais j'aime les enfants. Comment je ne veux pas quelque part, il y a des enfants. Les enfants viennent vers moi. C'est pas que je n'aime pas les enfants. J'aime les enfants, mais on ne peut pas mettre ça de l'enfant. Il faut rester factuel sur certaines choses, pas être seulement dans les émotions ou non, mais c'est important, c'est très important. Tu ne peux pas continuer à rire avec quelqu'un qui est en train de détruire ton business. Exactement. Il faut être objectif aussi. C'est ça. Tu aussi quelqu'un Dans l'empathie, il faut savoir aussi doser. La main qui frappe, c'est la même qui touche. Il faut savoir mettre stop quand les limites sont dépassées. Il y a des limites dans toutes choses. Et aussi, voilà, j'aimerais ajouter aussi que je sais que si d'autres personnes ont eu l'expérience ici, pour certains, quand tu es leader, le leadership que vous décrivez là, très empathique, qui est social, il y a de ces employés, de ces collaborateurs, des collaborateurs qui ne comprennent pas. Et pour eux, bon, tu es déjà trop social, elle est trop camarade. Elle veut te monter, voilà. Elle veut donc maintenant passer au niveau de elle, la boss. Elles vont carrément créer leurs entreprises dans ton entreprise parce que bon, vous êtes déjà trop proches et tout et tout. Donc, bon, il faut savoir changer quoi. Parce que bon, les collaborateurs, ce ne sont pas faciles. Ici, dans le limites, ce ne sont pas faciles. Fixer, c'est les limites. Savoir dire stop quand il le faut, savoir aussi montrer l'autre visage quand il le faut, parce que c'est diriger, et quand il faut diriger, il faut aussi pouvoir dire stop et mettre les points sur les i quand il le faut. C'est comme on l'a dit, malheureusement tout le monde n'est pas leader. Voilà, il y a des gens qui réellement n'ont pas cette capacité à comprendre qu'en entreprise, il y a des règles, il y a des limites, il y a des barrières. C'est pas parce qu'une personne, un leader, te montre son bon visage et correct avec toi qu'il faut en abuser et penser que cette personne est faible. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le bon leadership comme de la faiblesse. Si une personne, tu l'offenses et elle revient vers toi et te dit écoute, je n'ai pas apprécié, je te garde, mais mieux fait plus ça. Ça veut dire que tu prends ça comme pour la faiblesse et se disent bon voilà. Ils se disent indispensables en fait. Ils se disent qu'ils sont indispensables. Donc mais une fois de plus, en fait, ces personnes-là qui ont cette dépression, vous êtes perdant parce que tu te dis que la personne va te garder éternellement, que la personne n'est pas au courant de ce que tu fais, mais en réalité, c'est toi qui as une longueur d'avance parce que toi, tu sais que tu fais ça pour le bon déroulement de ton entreprise. Mais le jour aussi où tu vas juger que les limites ont été dépassées, clairement, tu vas remercier la personne. La personne ne pourra pas t'en vouloir d'avoir pas été un bon leader. Parce que tu lui as dit ce que tu avais à lui dire, tu lui as fait la reproche, tu l'as approché de la bonne manière, tu lui as dit écoute, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Mais si la personne décide de continuer, c'est comme tu l'as dit, tu es avec moi ou tu es contre moi. Si tu décides d'être contre moi, mais bien évidemment, on est obligé de se séparer. Donc le bon leader, c'est pas celui, comme tu l'as dit, c'est pas celui qui accepte tout, qui banalise tout. Le bon leader, c'est celui aussi qui est en mesure de dire à son collaborateur, écoute, le comportement que tu as, il n'est pas adéquat. Et si tu ne le changes pas, même si ce n'est pas avec moi, tu ne pourras pas être avec une autre personne. C'est réellement important aussi de dire aux personnes, en fait, leur propre vérité, que ce soit pour toi-même, ton entreprise, mais aussi pour eux-mêmes, leur futur et la future entreprise qu'ils vont intégrer sur le long terme. Donc franchement, ça aussi, c'est vrai. Il ne faut pas être trop dans les émotions. Parce que quand tu es dans les émotions, même que ce soit même au niveau des collaborateurs, ta vision personnelle, même, tu vas pas supporter le poids
des émotions des autres. Et si tu dois à chaque fois prendre les émotions de tes collaborateurs, les émotions, le regard des autres, la critique, c'est une charge mentale qui est trop lourde. Il faut souvent se détacher de ces émotions-là. Crème de la crème, c'est pas pour rien, c'est pour une raison, forcément. Il y a quelque chose. J'insiste vraiment, j'espère que vous êtes fiers de vous-même, vraiment. Parce que ce n'est pas donné. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, qui ont une vision, mais qui ne partent pas jusqu'au bout de leur rêve. Et généralement, les gens commencent à penser que c'est facile. Ah, un biscuit d'arachide. Ah, je peux aller piler l'arachide. On ne voit pas tout le travail qui est derrière. On fait un shampoing. Ah, je vais aller payer mon kabakuru et tout, frotter les cheveux. Mais il y a un travail vraiment qui est derrière. Ce sont des années de réflexion. Ce sont des nuits blanches, des pleurs. Surtout quand c'est à la phase d'idéation, en fait, tu commences avec l'idée, tu ne sais même pas comment faire pour la concrétiser. Et quand tu arrives même à créer déjà le produit, franchement, ça c'est déjà une fierté en fait, parce que l'idée peut être là, mais la concrétisation c'est autre chose en fait. Et arriver vraiment à mettre en place, à créer, commencer à commercialiser, franchement, chapeau à vous. Ce sont des nuits blanches. Ce sont des nuits blanches, de doute. C'est ça. Et surtout la famille qui ne croit pas, l'entourage qui ne t'encourage pas, tes amis qui n'y croient pas, des gens qui attendent de voir. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui se font même des paris, ils se disent non, attendons de voir, elle ne va pas aller, elle ne va pas réussir et tout. Donc c'est vraiment de la résilience quoi. Et surtout quand on fait les tests, peut-être ça peut échouer la première fois, la deuxième fois, il faut encore persévérer pour les biscuits, ceux qui font les produits de beauté. C'est plusieurs. C'est ça en fait. Tu dois réadapter la vision au fil des années. Aujourd'hui, ça commence par le biscuit d'arachide, demain, ça sera pâté d'arachide. C'est ça, il faut s'adapter aux besoins. Il faut s'adapter aux besoins, il faut évoluer, il faut innover. Parce qu'après les biscuits, les gens veulent encore plus, les gens attendent encore d'autres. Et surtout les serviettes réutilisables, franchement, c'est après les critiques. Comme quoi, les gens qui ne vont pas utiliser, qui va utiliser ça, vous avez persévéré, franchement, c'est pas évident, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que ça marche bien. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens même qui le font aussi. Il y a beaucoup de structures qui commencent aussi à fabriquer ça. Donc, en fait, la vision, c'est ça le problème. C'est ça. Quand j'ai une vision et que c'est... Moi, je suis des personnes qui se disent tout ne doit pas être dit. Il y a des visions que personne ne peut comprendre à part toi. Et quand tu fais l'erreur de présenter une vision à une personne qui n'a pas la vision, elle te décourage en même temps. En fait, tu vas abandonner très. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, pas parce qu'ils n'avaient pas de belles idées, parce que l'entourage ne croyait pas. La seule personne qui va croire en toi, c'est toi. Mais parce que si toi tu ne crois pas, comment les autres vont croire? C'est ça, il faut que tu arrives à croire suffisamment en ton projet pour pousser les autres à pouvoir croire en toi en fait. Donc, c'est à toi de donner vie à ça. Même si ce n'est pas bien, essaie quand même. Nul n'est parfait, en fait. Et sur le chemin de la réussite, on va croiser beaucoup d'échecs. Il faut juste persévérer, en fait. Aujourd'hui, je dirais que ce n'était pas une formation, c'était un masterclass. On a beaucoup appris auprès de dames très dynamiques, avec beaucoup d'expérience, qui nous ont communiqué l'envie vraiment de devenir des leaders et également un bon manager. Aujourd'hui, on a beaucoup appris et ça va nous permettre d'affiner nos stratégies pour impacter positivement nos différentes équipes. Je dis merci beaucoup à Tournée et Horte et beaucoup nos remerciements également à ces dames qui ont accepté de venir nous former. Et bon vent à leurs différentes entreprises et bon marché également aux nôtres pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des dames vraiment formidables qui nous ont vraiment beaucoup appris à toujours donner le meilleur de soi-même et surtout impacter les autres positivement. Et être un leader, ce n'est pas forcément être parfait, mais c'est surtout motiver les autres et surtout comprendre les autres aussi. Donc, on les remercie vraiment beaucoup pour ces partages. Et bon vent à nous tous. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Farida Ouedrabo. Je suis Doris Kemde. Nous sommes toutes les deux business développeurs et nous militons également pour le leadership féminin et tout ce qui concerne le développement pour les femmes.
Donc, c'est un véritable honneur pour nous d'avoir été approchés par Tunde pour venir parler aujourd'hui de leadership avec les participantes. C'était un réel plaisir. Nous avons découvert des profils extraordinaires, des participantes avec des entreprises vraiment appréciables, vraiment fortes de résilience, de créativité, d'innovation. Donc, ce fut vraiment des échanges très, très constructifs. Et on espère qu'elles vont aller jusqu'au bout de cette expérience, qu'elles pourront ressortir grandies. Nous-mêmes, nous en ressortons déjà grandis. Donc, c'était vraiment une très belle expérience, un bon moment de partage. Voilà, ça nous a vraiment appris à comprendre aussi ce que c'est que réellement le leadership, ce que c'est que réellement exprimer vraiment son leadership en entreprise, peu importe l'environnement. Bon vent aux participantes. Bon vent à Tunde et à très bientôt.